sur ordinateur. C'est parti. Voilà. Alors, j'ai travaillé avec certains du deuxième REP et la totalité du premier PIMA. Et ils m'ont posé la question, mais grand Dieu, pourquoi de Gatine faites-vous ça? Pourquoi ce zoom? Moi, je leur ai dit, c'est très simple. Pour moi, c'était un plaisir de rassembler les derniers témoins d'une opération aéroportée qui m'a fait rêver. Alors, on va commencer par... Alors là, je vais partager mon écran. Alors, il y a Pernet, je vais partager mon écran. Voilà. Et j'arrive sur... Ah, voilà, de la Verne y arrive. Alors, c'est parfait. Voilà, partagez votre écran. Alors, je vais arrêter pour accueillir de la Vergne. Alors, où est passé de la Vergne? Bon, ça doit être de la Verne qui arrive, voilà. Donc là, on va être complet. Voilà, ok, je fais mon partage d'écran. Voilà, je fais partager et c'est bon. Voilà, alors normalement, vous voyez apparaître sur mon écran, voilà, vous devez voir une carte sur laquelle il y a marqué Cartopex Bonite pour la France et Léopard en République démocratique du Congo au 1 50 millions. Et moi, je vous vois dans une colonne de droite où vous apparaissez tous. Alors, cette carte aux 50 millions me permet de présenter l'opération Bonite. Le Zaïre, c'est la République démocratique du Congo. Bon, je précise qu'il est, je note ici sur ma carte 20h53, parce que le colonel Bonga m'a demandé d'être bref, donc j'essaye. On va essayer de tenir en 1 heure. Donc moi, j'ai chronométré 2 fois de suite, je tiens 45 minutes, et en faisant les interventions, en donnant la parole, on devrait atteindre 1 heure. Et je pense que c'est bien au niveau durée d'écoute pour pas trop saturer mes camarades civils qui n'ont pas forcément le même goût pour la chose militaire. Bon, sur cette carte du monde aux 50 millions, vous voyez l'Europe en haut, avec l'Afrique et au centre, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, je montre ici, vous avez l'équateur, donc on est dans l'hémisphère sud. Vous voyez l'Algérie et la Libye que j'ai mis dans un cadre rouge. Pourquoi? Parce que l'Algérie et la Libye ont interdit le survol de leur territoire. Donc, pour monter l'opération, eh bien, au lieu d'avoir grosso modo 6000 km à faire en ligne droite entre Solenzara et Kinshasa, il y aura grosso modo 10 000 km en passant par le Cap Juby. Comme il y a des avions qui sont réquisitionnés, il va y avoir des problèmes de refueling qui se feront à Dakar et à Abidjan. Donc vous voyez en tiret vert, j'ai marqué les différentes routes qui seront suivies pour permettre au deuxième REP décollant de Solenzara d'arriver à Kinshasa. Alors qu'est-ce qui se passe? Le président Mobutu demande l'aide de la France, de la Belgique, des États-Unis pour repousser les rebelles katangais du Front National de Libération du Congo, FNLC, qui sont encadrés par des instructeurs cubains et est-allemands armés de matériel soviétique et chinois. Vous voyez, c'est absolument passionnant. L'objectif de Bonite monté par la France, c'est en liaison avec les Belges de libérer Belges, Français, Italiens pris en otage à Kolwezi au Chaba. Chaba, ça signifie quoi? En swahili, ça signifie cuivre. Pourquoi? La RDC, c'est vraiment une mine, pas une mine d'or, mais une mine d'un tas de métaux intéressants, surtout maintenant. Ce sont des mines de cuivre, de cobalt, de zinc, d'uranium. Et la plupart de ces mines sont à ciel ouvert. Je vous montrerai. Donc à Kolwezi, qui est ici, se trouve un centre minier important appartenant à une compagnie qui s'appelle la Générale des Carrières et des Mines, GK Mines. Alors GK Mines, pour information, c'est 70%
du produit national brut de la RDC pour Mobutu. Alors, que vous dire d'autre? Cette opération va être suivie en détail directement par le président Valéry Giscard d'Estaing, par Yvon Bourges qui est à la Défense, par Robert Galet qui est à la Coopération. Toutes les liaisons entre Kinshasa et Paris seront assurées via des liaisons longue distance du 13 et du 13e RDP du 1er PIMA qui transitent par Favières et par Vernon. Alors je vous signale que tous ces points rouges, si vous les cliquez, je ne le fais pas parce que ce sera un petit peu long, ce n'est pas le but de l'objectif, c'est relié à Google Earth. Donc vous voyez où ça se passe sur le terrain, vous pourrez vous amuser en allant sur mon site, en reprenant ces différents fichiers qui sont ouverts à tous, voir un petit peu ce qu'il y a derrière ce schéma. Du côté belge, c'est-à-dire du côté de Bruxelles, Bruxelles, je l'ai représenté par Melsbroek, qui est l'aérodrome de Bruxelles. C'est l'opération Red Bean avec le régiment paracommando belge, qui est l'équivalent du 2e REP de Calvi. Alors, on va passer à la vue suivante. Je note pour avoir une idée des temps. Il est 20h58. Il est 20h58 et on va passer sur la carte, une carte aux 800 000 qui décrit l'opération aéroportée. Voilà, donc je recale ma carte. J'essaye de tout faire rentrer. Voilà. Voilà, ok. Alors, sur cette carte, on voit en diagonale Kinshasa en haut et à gauche, et en bas à droite, on voit Kolwezi. Entre les deux, vous regardez ici le petit rectangle où il y a du bleu, il y a marqué 19 mai 1978, 1300 km, cap au 121, centrale de navigation du C-160 qui est ici, c'est le PC de l'OAP. Vous avez le REP qui va décoller, qui est arrivé à Kinshasa par, comme vous avez vu précédemment, par des DC-8 et autres moyens. Donc le REP va décoller de Kinshasa dans 3 C-130 pilotés par des Zaïrois et accompagné ou précédé par le colonel Gras qui dirige l'opération dans un C-160 piloté par le colonel Bernier. En février 2019, j'avais pris contact avec le général Bernier qui m'avait fort aimablement répondu un petit texte que vous voyez ici, je ne le vous lis pas en entier, je vous dis simplement que il avait un état d'esprit formidable parce qu'il ne connaissait pas forcément bien l'itinéraire sur 1300 km en RDC. La RDC, il y a très peu de routes, donc les points caractéristiques ne sont pas évidents à trouver. Donc il faut vraiment, c'est une navigation aux instruments. Et Bernier me dit à cette hauteur, vous voyez, et nous étions, comme toujours, à l'aise dans l'incertitude, je trouve ça magnifique, à l'aise dans l'incertitude que nous maîtrisions avec bonne confiance en notre étoile de la République démocratique du Congo. Je trouve ça formidable. Alors, pour vous montrer la complexité de l'affaire, je vais vous montrer le tableau de bord d'un Transal ou d'un C-130, c'est pratiquement pareil. Donc, vous voyez, la navigation, quand il fait mauvais, quand on est dans la brume, se fait avec tous ces instruments. Donc, ce n'est pas du tout évident, il faut un très bon entraînement. Et il semblerait que les pilotes zaïrois des 4 C-130 ne l'avaient pas, ils se sont légèrement paumés et ils ont été remis sur la bonne voie par le colonel Bernier qui pilotait le C-160. Donc, la première vague du REP, le 19, va être larguée sur Kolwezi et pendant qu'elle est larguée, il y a la deuxième vague qui se prépare. La deuxième vague du REP, c'est la section d'éclairage et de reconnaissance, c'est la section de mortier et c'est la 4e compagnie. 4e compagnie que vous voyez ici à gauche. Les compagnies du REP sont repérées pour moi par une couleur, c'est leur indicatif radio. Donc, la première compagnie, c'est vert.
La deuxième compagnie, c'est rouge. La troisième compagnie, c'est noir. La quatrième compagnie, c'est gris. Et ensuite, vous avez la section d'éclairage et de reconnaissance du capitaine Albert et la section de mortier du lieutenant Bernard. Ici, on voit un obus de haut avec les ailes des paras. Voilà, donc pendant que la première vague saute, il y a se prépare à sauter en étant sur l'itinéraire, il y a la deuxième vague qui va être amenée à Kamina. Donc je vous montre ici l'aéroport de Kamina. Voilà l'aéroport de Kamina. Donc ça, c'est une carte satellite. Je reviens en arrière. Elle est amenée sur Kamina par un DC-10. Par un DC-10. Et il va y avoir différents problèmes dans lesquels je ne rentre pas. Enfin bref, la deuxième vague du REP ne va pouvoir embarquer qu'avec pas mal de retard dans les 4 C-130 que je vous montre, qui sont revenus du largage sur Colvézi. Donc ils vont quand même décoller de Kamina, ils vont tourner autour de Colvézi, et comme c'est tard dans la nuit, le colonel Gras et le colonel Hérulin ont peur qu'il y ait des méprises par manque de visibilité, donc ils ajournent le largage de la deuxième vague qui se fera le lendemain matin. Donc les gars qui ont fait en DC-10 Kinshasa, Kamina, ensuite Kamina, Kolwezi en C-130, vont faire toujours en C-130 Kolwezi, Lumumbashi, où ils vont se poser tard dans la nuit, ils vont coucher sous l'aile de leurs avions, il fait froid, on est à 1500 mètres, vous verrez tout de suite, et ils vont redécoller le lendemain matin pour être largués sur Kolwezi. Voilà, grosso modo, comment ça se présente. Je ne savais pas exactement ce qui s'était passé pour le largage de la deuxième vague, donc le général Vernat a eu la gentillesse de répondre à mes questions. Donc vous voyez sa réponse ici, il dit « Arrivé à Kinshasa le 19 matin, trop tard pour ma section, initialement prévue en première vague. » Alors c'est évident, la première vague, c'était nécessaire d'avoir des mortiers, manque de bol, ben, il ne pourra pas y avoir de mortiers pour la première vague. Il continue, transfert à Kamina en DC-10 dans la journée du 19, décollage de Kamina pour Kolwezi en fin d'après-midi. Nous avons tourné autour de Kolwezi pendant une bonne heure. Ici, vous voyez, j'ai symbolisé par un cercle en pointillé blanc. Et ensuite, posé de nuit à Lumumbashi, nuit glaciale sous les ailes et décollage un peu plus tard. Donc, voilà pour ce qui est l'opération aéroportée proprement dite. Alors, je regarde si je n'ai rien oublié. Non, c'est bon. Donc là, on va passer à la situation générale aux 125 000. Donc, je note l'heure 20h04. Donc, pour l'instant, je tiens les délais. Alors, 20h04, c'est une carte aux 125 000 que j'ai faite à partir d'une image satellite un peu retouchée. Alors, ce qui est important, c'est de bien localiser. Je déplace un petit peu. Vous avez Kamina au nord. Ensuite, au sud, vous avez Lumumbashi. À Kamina, ça va être la base où vont être transportés tous les Européens qui vont être exfiltrés de Kolwezi via l'aéroport. Et Lumumbashi, c'est là où va s'implanter le MAC, c'est-à-dire le Military Airlift Command américain, avec tous ces avions pour pouvoir supporter la logistique de la coalition. Donc voilà, Kamina, Lumumbashi. Alors, côté ennemi, qu'est-ce que c'est? Ce sont des rebelles qui arrivent d'Angola. Vous savez que l'Angola appartenait au Portugal. L'Angola est devenue indépendante. Il y avait des bisbises entre les opposants portugais. Il y avait grosso modo 3 partis. Et il y a une partie, le FNLC, les Tigres, qui vont envahir le Zaïre pour essayer de bloquer Kolwezi en passant par la Zambie. Alors, je vais vous montrer leur chef, vous verrez, c'est un beau mec. Voilà, donc le lieutenant-général Mumba s'avance et tire. On revient en arrière. Je regarde si j'ai tout dit. Oui, alors j'ai oublié, il y a des choses amusantes, très amusantes même. Alors, Kamina, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un aéroport avec des C-130 belges qui font les rotations avec Kolwezi pour l'évacuation des Européens
de Colvézi, mais on trouve également, on devrait trouver également des mirages. Alors voilà les mirages zaïrois qui ont été vendus par la France en parallèle en République démocratique du Congo et à la Libye. Donc vous lirez ce truc-là, c'est absolument passionnant, c'est très rigolo. Enfin, le seul problème, c'est que les mirages étaient entretenus par les Aérois qui n'étaient pas forcément de bons mécaniciens ou pas forcément de bons pilotes. Donc lorsqu'on aura besoin des mirages, il y aura certains problèmes qui apparaîtront lorsqu'ils devront tirer. Donc voilà pour Kamina, donc retenir du C-130 et du Mirage. Et ensuite, vous avez Lumumbashi, où il y a le support logistique des États-Unis avec encore des C-130, mais c'est cette fois de type E. Voilà, donc je vous ai présenté la situation générale avec 1,5 et demi, et je termine par l'altitude. On est à 1500 mètres d'altitude, donc les parachutes descendent plus vite, et la nuit il fait froid. Les gars du REP sont partis avec le minimum d'impédimenta et le minimum de bouffe. Ils ont privilégié les munitions. Donc la nuit, au début, ils vont avoir froid. Donc nous allons passer à la phase suivante. Donc la phase suivante, on va partir sur des cartes aux 25 000 et on va passer aux 50 000 parce qu'on a une vue plus globale. Donc je note 21h08. 21h08 pour vous présenter la situation. Alors, vous voyez, les cartes sont très grandes. Donc, je vais la réduire en passant de 25 000 aux 50 000. Voilà, donc là, ça va me permettre de faire une présentation à peu près propre. Donc, c'est le début de l'opération pour le deuxième REP. Nous sommes le vendredi 19 mai. Qu'est-ce qu'il y a au programme? Largage première vague sur la DZ Alpha. Il y a deux DZ à Colvézi, DZ Alpha qui est pratiquement aux lisières nord de Colvézi et DZ Bravo qu'on verra le lendemain qui se trouve à l'est de Colvézi. Voilà, donc je remonte pour voir le programme. Donc largage première vague, donc on retrouve les trois compagnies vert, rouge, noir. Il faut signaler que la première compagnie va avoir une perte tout de suite, c'est le caporal Arnold, qui est un jeune Britannique engagé sous un alias. Son alias, c'est Arnold, qui sera tué. Il a atterri dans un arbre, il a été tué par un Katangais et dépouillé. Ce sera le père Yves Lallemand qui le mettra dans son parachute ventral pour le ramener à l'infirmerie du REP. Le PC saute également, pratiquement tout le PC saute. Donc il y a le colonel Hérulin, le lieutenant-colonel Bénézite, qui était pour moi chef du BOI et qui fait fonction d'adjoint du colonel Hérulin dans l'opération, le commandant Amis, qui est un officier de liaison force aérienne, le capitaine Legrand, qui chapeaute section d'éclairage et section de mortier, donc c'est éclairage appui, le capitaine Thomas, qui est chargé de faire les synthèses de renseignements. Pourquoi les synthèses de renseignements? Parce qu'il y a des documents qui vont être récupérés sur place et c'est lui qui va les analyser. Il y a le capitaine Kouvout, qui est OPS, chargé de préparer les ordres pour le colonel Hérulin. Et il y a le lieutenant de la Vergne avec l'équipe du 13e RDP. Donc tout ce beau monde, à savoir vert, rouge, noir, doit dans un premier temps saisir les points clés Alpha, Bravo, Charlie. Je vais vous les montrer. Et une fois que Alpha, Bravo, Charlie sont pris, eh bien, le PC va pouvoir s'installer. Alors, Alpha, Bravo, Charlie, ce sont des points clés. Alors, les points clés, il n'y a pas beaucoup de cartes, ou les cartes ne sont pas adaptées pour les commandants de compagnie ou pour les chefs de section. Donc, ce sont des points caractéristiques, c'est-à-dire ce sont des ponts. Donc, je vais vous montrer le point alpha. Le point alpha, je vous le montre ici du doigt. Vous voyez, il y a une grande étoile noire, c'est-à-dire ce sera l'objectif de noir 2, c'est-à-dire c'est la deuxième section. C'est la section du lieutenant Joré Guibéry. Alors, en cliquant ici, je vais vous montrer ce pont sur la voie ferrée. Donc, on est sur une image Google Earth et vous voyez, on voit la voie ferrée qui passe ici avec la gare qui est là. Vous voyez marqué gare SNCF. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Boulevard Kabila et on voit Post Office.
Alors, je quitte cet objectif alpha, je retourne en arrière, je vais vous montrer le deuxième objectif qui est Bravo. Objectif Bravo, c'est encore donné à noir. Alors, objectif Bravo, c'est un pont. C'est un pont qui est sur une rivière qui sépare. Alors, il faut que je dézoome. Il faut que je dézoome. J'ai un petit problème pour dézoomer. Bon, c'est pas grave. On va revenir en arrière. On va revenir en arrière. Voilà. OK. Il y a un problème? Non? Pas de réclamation? On continue. Alpha, Bravo, Charlie. Charlie est donné à vert, c'est-à-dire la première compagnie. Vert, c'est un carrefour, vous voyez, qui est entre un lac. Bon, et c'est entre un lac et une mine à ciel ouvert qui est marquée en jaune ici. Voilà. Bon, on continue la présentation. Donc voilà les trois objectifs. Une fois que les trois objectifs ont été pris… Christian, je peux t'interrompre là? Oui, vas-y. Oui, il y a Christian Chatillon qui aimerait bien que tu le laisses rentrer. Ah, pardon. Alors, si Christian Chatillon veut rentrer, Voilà, il faut que je vois la main. Ah oui, je vois, je n'avais pas regardé. Voilà, ça va arriver. Ça va arriver. Bon. Alors, j'attends Christian Chatillon. Ici, je regarde. Alors, est-ce que je vois Christian Chatillon? Maurice Cabré. Bon, oui, le problème, c'est quand les gens arrivent à la bourre. Alors là, il faut manipuler pas mal de choses. Alors, je regarde si Chatillon arrive. Alors, j'écarte. Voilà. Alors, Delaverne a quitté. Oui, Christian, tu m'entends? Christian Chatillon? Oui, je suis là. Ok, super. Voilà. C'est à la bourre, hein, ça fera une bouteille de champagne. Ouais. Je suis désolé pour leur Alpha part. Cavalier. Bon, salut. Bon, Salut Patrick. je réduis ma fenêtre. Salut Gilles. Tiens, t'es là aussi, Salut toi Christian. Ce sont toujours les mêmes qu'on retrouve. Hein. Oui, c'est Ouais, toujours il est les bon, mêmes. celui-là. Bon, tu vois, c'est sympa, ça fera une réunion de promo par Zoom. Hein. Je vous signale que la Cameron, comme Polytechnique, utilise Zoom pour ses liaisons. Alors, c'est un peu… Christian, tu as foutu le bordel, hein, mais c'est pas grave, je t'aime bien. Ah ben, comme d'habitude. Hein. Oui, comme d'habitude. As usual. Alors, j'essaie de me recaler parce que je jongle avec mes écrans. Donc, nous sommes sur… alors, pour Christian, qui est arrivé à la bourre, je reprends. Christian Chatillon, nous sommes… Oui, alors Christian Chatillon, je vous signale qu'il a fait des tas de choses rigolotes. Il était au CIRPA avec Magnificat et ils faisaient un tas de choses, ils se baladaient partout. Et lorsque Colbézi est arrivé, on lui a dit « tu vas à Colbézi ». Bon, il vous racontera ça tout à l'heure et je lui avais demandé de m'envoyer ses mémoires. Donc il a eu la gentillesse de m'envoyer ses mémoires, c'est très amusant. Donc ce n'est pas les mémoires d'un deuxième REP ou d'un premier PIMA ou d'un 18e RTP, du 18e régiment de dragons parachutistes, ce sont les mémoires d'un gars qui est chargé des journalistes et de les faire bouffer et de leur présenter les opérations pour que ça se passe bien. Donc Christian, on est le vendredi 19 mai, tu aurais pu être dans cet avion, mais tu n'y étais pas. Ce sont les C-130 qui larguent les mecs du deuxième REP sur la piste d'Aéroclub, sur lesquels tu t'es posé avec ton bimoteur piloté par le mercenaire belge Renard, À tous les coups. qui t'a transporté gratuitement à 100 mètres du PC du colonel Hérulin. Et ça, c'est quand même amusant. Bon, alors maintenant, c'est là où c'est un truc que j'ai jamais fait. Donc, je compte sur votre compréhension. Il va falloir que je commence
avec plaisir à faire parler les acteurs. Donc, je briefe un peu les acteurs. On va commencer par les Noirs. Donc, les Noirs, vous avez à votre disposition un texte qui est ici. Alors, les Noirs, je vous dis tout de suite, c'est d'abord Bourgain, alors que je ne raconte pas de bêtises. Alors, c'est Noirin, Bertrand Bourgain pour le motel Impala. Alors, je vais montrer les objectifs à tout le monde, parce qu'il n'y a que moi qui puisse avoir des liaisons, enfin, un contact, si vous voulez, par des liens. Vous voyez, lorsque je passe ici sur le verre, ma flèche devient et je peux obtenir une chronologie. Vous autres, vous ne pouvez pas tant que je ne vous ai pas appris, mais il aurait fallu répéter et ça n'a pas été possible. Donc, je montre pour Noir 1, pour Bourgain, son objectif, c'était dans un premier temps le motel Impala. Alors, je vais vous montrer le motel Impala, la gueule que ça a. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a marqué Impala Hotel. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer sur la carte. Donc, vous voyez, j'ai un lien avec une image satellite. Voilà, l'hôtel Impala, c'est cette série de bâtiments qui se trouve dans ce triangle vert. Et je pense que le général Bernat, je pense qu'il a eu le choix pour installer sa section de mortier, soit ici, soit à Athénée-Colvézi, qui à l'époque avait un autre nom. Mon général, vrai ou faux? Vous parlez du bivouac, là? Oui, je parle de la SML. Je ne sais pas où vous avez installé dans un premier temps votre section de mortier. Après le saut? Après le saut, oui. Vous l'avez installé? Non, après le saut, on n'a pas eu de position de batterie. On a rejoint directement la 2 pour… vous avez rejoint la 2, vous ne vous êtes pas mis en batterie? Non. D'accord. On s'est mis en batterie, okay. On a rejoint la 2 et après on est parti sur Metal Shabbat. Et après, vous êtes parti sur Metal Shabbat pour l'éradication des rebelles. Voilà, bon, alors, Bourgain, Motel Impala, je vous l'ai montré. Ensuite, pour Bourgain, il y a le pont Bravo. Donc, le pont Bravo, si je clique ici, vous avez le listing établi par Gosserès de l'AFSAL. Donc, vous voyez, il y a toute la chrono. Après 4 heures de vol, la première vague de 340, etc. Le capitaine Michel Poulet, là, ils ne sont pas là. La 3e compagnie du capitaine Henry, Bourgain, etc. Et vous avez la même chose qui est recopiée ici. Donc, ce que je propose à Bourgain, je vous laisse parler, maintenant que j'ai montré votre objectif, qui était le pont Bravo et le motel Impala. Mon colonel, si vous voulez dire quelque chose, je vous écoute et je peux éventuellement agrandir ce qui vous concerne, le texte lieutenant Bourgain Noirin. À vous. D'accord, merci. D'abord, je voudrais saluer mes grands anciens avec tout et profond respect et aussi saluer mon cher ami Bernard. Voilà, salut. Bon, voilà. D'abord, je voudrais apporter une petite observation sur les vols, c'est-à-dire sur le transport entre la Corse et le Zaïre. Oui. Le premier avion, qui était un DC-8 de s'est affranchi des restrictions de survol concernant les survols sur la Libye et l'Algérie et est allé directement à Kinshasa en trace directe. Ça, c'était un mec bien. Ça, c'était l'avion dans lequel se trouvait la 3e compagnie, le colonel Hérulin et son PC et la 3e compagnie. Voilà. Alors, il y avait… Mon colonel, si je comprends bien, dans ce DC-8, donc c'était un vol direct avec la 3e compagnie, le colonel Hérulin et quoi d'autre? Et son PC. Et son PC, c'est-à-dire il y avait de l'Averne. Alors ça, je ne peux pas le dire. Non, moi je sais qu'il y avait le colonel Bégide. Surtout, l'homme clé de cette affaire, c'était le capitaine Kouvout à l'époque. Hein. C'était Kouvout, d'accord. Oui, okay. Et je pense que Bernard ne me contredira pas, c'était l'homme clé. C'est celui qui voilà. D'accord, j'ai noté. C'est Pierre Hulin, mais Kouvout, c'est lui qui coordonnait tout ça. Et donc, on est allé, mais comme je n'ai pas beaucoup de temps et je ne vais pas prendre de temps, on est allé directement, cet avion, le pilote a dit, moi je connais, et il est allé directement sur Kinshasa, ce qui fait qu'on est arrivé dans la nuit à Kinshasa, hein, voilà, et qu'on est resté sur les bords du tarmac. Mais je pourrais vous envoyer un article que j'ai écrit récemment. Volontiers, volontiers. Voilà.
deuxième chose, sur l'axe de largage, là, sur votre photo, là, Oui. vous voyez, gare de Colvézi, etc. Oui. Les avions n'ont pas été largués dans ce sens-là, ils ont été largués dans l'autre sens. Ah merde, ils ont été largués En cap termes à de l'est. parachutiste, ça a un sens. Attends, C'est-à-dire oui. que les avions, après s'être paumés et avoir largué des gaines de LRAC, ce qu'on appelait les OL8, je me souviens bien, etc., ce qui fait qu'on n'a pas retrouvé tous nos LRAC, se sont présentés, guidés par le général Bernier, mais il était lieutenant-colonel à l'époque, Oui. Qui a repris en main le groupement aérien qui était complètement largué et qui leur a dit suivez, mettez-vous dans mon aile, comme on dit dans l'armée, et Oui. fermez votre gueule. Et il Oui. est passé en tête. Voilà. Et alors, on les a largués sur cet axe-là. Voilà. D'accord, attends, Moi, vous étiez donc cap à l'est au lieu de cap moi, à l'ouest. j'étais dans le premier avion avec le colonel Hérulin. Le colonel D'accord. Hérulin est celui qui a voulu sauter le premier, que D'accord. n'ont pas voulu ses officiers, Bon. etc. Et moi, j'étais au bout du câble du colonel Hérulin et je suis tombé très proche de mon objectif qui était l'hôtel Impala. Voilà. Bon, donc c'est Voilà. formidable pour vous. Ça a son importance parce que ça peut justifier aussi pour le caporal Arnold, etc., qui devait être en bout de câble et qui est tombé au mauvais endroit. Enfin, D'accord. voilà. Ok. Bon, pour moi, donc je reviens à Noir. On tombe au sol. Le capitaine Gosserès a du mal à avoir les liaisons parce qu'il a eu quelqu'un qui est resté accroché à la carlingue. Oui. Bon, je vais passer tous les détails. Non, voilà. On est tombé. Important. Vous arrivez sur votre objectif. Moi, ce qui m'intéresse, si vous permettez. J'arrive sur mon objectif. Voilà. C'est un largage d'assaut. C'est vraiment des trucs d'assaut. On se réarticule. C'était des gestes maintes fois répétés. Ce n'était pas un gros problème. D'autant plus qu'on était le premier avion et que les légionnaires avaient reçu comme consigne de bien regarder le sens du largage. Et ils savaient qu'ils devaient aller dans le sens du largage en bout à droite et que je les récupérerais puisque j'étais que quelques-uns de mes sous-officiers pour le fractionnement en bout de câble. Voilà. On monte à l'assaut de l'hôtel Impala, qui n'était pas un assaut, qu'on couvre, qu'on coiffe. Et là, on n'y trouve que des cadavres, etc. L'objectif, ce qu'on appelait Alpha, je ne sais plus s'il s'appelait Alpha ou pas, c'était l'hôtel Impala, est pris. J'avais sauté directement en face sur la poste. Ça n'a pas tardé. Quand j'étais en garde face au sud, c'est-à-dire que moi, ma mission était de continuer sur le point Bravo, c'est-à-dire sur le pont, mais on y reviendra tout à l'heure, parce que c'est là où j'ai commencé à me battre. Et mon objectif après, c'était d'aller dans la cité Manica, dans le quartier au sud-est. Vous le voyez là très bien. Là où vous voyez voilà. Donc moi, je coiffe, je reçois l'ordre de rentrer, je descends le long de cette ligne noire qui descend au sud, vous voyez. On progresse très lentement, il y a des cadavres partout, il y a quelques Européens complètement affolés qui viennent se précipiter, nous embrasser. On leur dit rentrez vite, vous planquez, parce que je sentais que ça n'allait pas tarder à cartonner. Je sentais ça. J'ai été frappé quand je descendais par quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est que d'habitude, quand on manœuvre en France, dans bon fantassin, on entend les chiens qui aboient dans la campagne. Vous savez, quand vous êtes vous attendez le plastron, vous dites il arrive parce que vous entendez les chiens qui aboient. Eh bien, moi, quand je descendais, les chiens se taisaient. Et tous les chiens hurlaient. Et quand je passais, et ça m'a aidé d'ailleurs par la suite quand on faisait des embuscades, c'est que les chiens se taisaient. Il y avait le monde un peu à l'envers, qui était comme ça. Je vous parle sur les odeurs pestilentielles. J'arrive au bas de cette ligne droite qui descend noir plein sud. J'oblique à gauche. Là, je vois, il y a pas mal de cadavres et on sent très bien que c'était un point clé. J'avance, donc je déploie la section et j'aborde. Je veux passer la coupure. C'était une sorte de coupure. Je ne la passe pas en bas, je la passe en débordant, c'est-à-dire fixée. Je vous montre la coupure. Voilà. Il y avait un groupe qui est parti, qui a débordé par le nord. Du coup, là, voilà la coupure. Un groupe qui est resté en appui et un autre qui était prêt à intervenir en mesure de. Et là, on est pris sous un feu extrêmement nourri. Et je me rends compte que de l'autre côté de la coupure, à peu près au même niveau que moi en altitude,
il y avait un bâtiment qui me semblait un point où se passait quelque chose, même si tout le monde n'était pas dessus. Et il y avait des mitrailleuses, etc. Donc, avec le groupe qui a débordé par le nord, etc., a été pris à partie, a été fixé. Celui qui appuyait, je l'ai redéployé avec les tireurs d'élite parce qu'ils ont commencé à sortir des gens, ce qui faisait d'essayer de descendre, hein, c'est-à-dire comme si des boucliers humains, hein, qui mettaient entre nous et eux, et ils montraient même qu'ils pouvaient, et dont des blancs. Donc, j'ai continué à fixer, surtout à placer les tireurs d'élite qui se sont chargés à la fois de neutraliser les tireurs un à un qui se blessaient au pied des mitrailleuses, et puis ceux qui bougeaient, hein, il n'y en avait pas d'autres. Et j'ai lancé un troisième groupe en passant droit dans la coupure, un peu sous les couverts, et pour monter à l'assaut, l'objectif, appuyé par le groupe qui était fixé au nord, appuyé par le groupe qui était passé à l'ouest, et je coiffe l'objectif. Et sur cet objectif, donc on neutralise quand même pas mal de gens, pas mal de rebelles en face. Je coiffe l'objectif assez largement. Je me mets en garde face à la cité Manica, qui est au sud-est. Je réticule mon dispositif et comme je donne des ordres à ce moment-là, derrière moi, j'en dis tirez pas, on est des, etc. Alors je leur dis armée française. Et là, j'entends quelque chose d'absolument extraordinaire. J'entends des gens qui se mettent à chanter la Marseillaise. Alors, je ne sais pas si vous savez, en France, on ne chantait plus la Marseillaise dans ces temps-là, dans ce pays de gauchistes. Hein, et bien, il faut venir aux Zaïre pour entendre chanter la Marseillaise. Et à ce moment-là, je rentre. On essaie de recouper, il y avait des rebelles. On les neutralise. Et on récupère une quarantaine d'otages qui étaient là, des femmes, des enfants, des blancs et des noirs d'ailleurs, hein, qui étaient là, qui sont les premiers. Donc là, il y a eu quand même des combats qui ont duré à peu près 40 minutes, 1 heure, hein, avec des accrochages. Moi, j'avais qu'un seul objectif aussi, c'est comme on était harcelé un peu de toutes parts, c'était surtout de avoir des positions pour la nuit qui allait tomber. Hein, c'est-à-dire me réinstaller face à Manica, la nuit a tombé, et d'évacuer tous les otages. Ce qui a été fait, je pense, par la première compagnie, hein, qui est venue derrière, hein, les récupérer. Voilà pour la première journée. Et formidable. Donc, mon colonel, merci pour votre témoignage, c'est vraiment émouvant pour nous autres de la Cameroun. On va donner la parole à Noir 2, à Antoine Joré-Guibéry pour ses objectifs, en particulier le pont Alpha avec son AML, avec les AML mortier de 60. Antoine, à vous. Oui, donc nous on a sauté, on était au premier passage. On était en fait au bout de la DZ, tout près de l'hôtel Impala, donc on s'est regroupé rapidement, surtout que j'avais été réduit à 2 groupes parce qu'il n'y avait pas assez de place dans les avions. Et donc, on a récupéré nos LRAC, par contre, on n'avait pas de roquettes. Et on s'est tout de suite dirigé vers l'objectif qui était le croisement avec le pont routier et la voie ferrée. Et puis, on s'est mis en place sur le remblai de la voie ferrée, un groupe de chaque côté. Et puis, à ce moment-là, on a reçu un message de la commandement qui nous a dit que ils étaient passés à côté d'une gaine de roquettes de l'RAC. Et puis, donc, j'ai envoyé immédiatement un binôme pour récupérer les roquettes. Il est revenu avec les roquettes au bout de 5 minutes, en fait, avant que les AML arrivent. Donc, en fait, la position, c'était, donc, on était la voie ferrée qui coupait l'avenue à angle droit, il y avait le pont routier. Et en fait, on avait nous, l'avenue, elle était bordée d'arbres, il y avait des terrains vagues de part et d'autre. Et donc, on avait une vue relativement claire, bien qu'il y ait beaucoup d'herbes à éléphants, de ce qu'il y avait devant nous. Et donc, on a vu arriver deux AML
mortiers, plus un Unimog avec une quinzaine de soldats, 10-12 soldats dedans. Et ils ont foncé sur nous en sachant que sur l'avenue, il y avait déjà dans le fossé une carcasse d'AML qui avait dû être détruite au moment de la prise de Colvézi par les tigres. Elle avait pris feu et les corps calcinés étaient encore dedans. Donc, on venait de recevoir les roquettes, le LRAC était armé, on les a vus arriver à plein ils allaient vraiment très vite vers nous. Donc, j'avais le LRAC à côté de moi, je lui ai dit de faire feu sur l'AML. Donc, l'AML a été touché au niveau de la tourelle, le chef de bord, le chef de l'AML a été tué. Il y a le caporal Laroche qui a doublé avec une grenade à fusil, qui a heurté au niveau de la portière. Et ensuite, il y a le caporal Solator Enzo qui, lui, au FM, a neutralisé l'équipage qui essayait de s'enfuir. Quand ils ont vu le sort de la première AML, la deuxième AML a immédiatement fait un quart de tour vers le nord et s'est échappé vers ce que je crois était une caserne de la gendarmerie ou du matériel, je ne sais plus exactement. Et l'Unimog a suivi. Et donc, voilà, ça s'est passé, ça va être le premier accrochage. Avec le RAC, ça fait quand même un grand boom et ça fait donner une bonne note d'ambiance pour la suite des opérations. Donc ensuite, de mon côté, c'est assez calme puisqu'il y avait les sections Noir 1 et Noir 3 qui me couvraient parce qu'ils étaient dans les deux directions d'où pouvait provenir l'ennemi. Et ensuite, c'est seulement à la nuit qu'on a eu des tentatives d'infiltration ou d'exfiltration. Et donc, on a eu encore quelques accrochages sur la position. Et puis, donc, le lendemain matin, c'était à peu près calme et on a commencé à se déplacer, à faire des ratissages pour éliminer les derniers proches ennemis. Voilà ce que j'ai à dire. Antoine, Jean-Yves, merci pour votre témoignage. C'est vraiment fort intéressant. Je vous remercie d'avoir apporté tous ces détails. Et comme à Bourguin, je compléterai ce que j'ai entendu. On va donner, je vais donner maintenant. Est-ce que je peux dire quelque chose là? J'ai oublié tout à l'heure. Je n'avais pas vu qu'Antoine était sur la liste. Je veux saluer bien sûr Antoine Willem. C'est Bertrand qui parle. Hein, et le saluer, je suis ravi de le revoir, hein, même un peu de loin, vu d'ici. Mais toutes mes salutations et ravi de te revoir. Merci et toi aussi. Bon, je suis heureux que des gars du 2 se retrouvent par l'intermédiaire de la Cameroun. Merci la Cameroun. Merci la Cameroun. Salut Antoine. Bon, Charles de Lavergne, ça va être à vous. Maintenant que Alpha, Bravo, Charlie sont pris. Bon, Charlie, j'ai personne de vert. Hein. J'ai personne de vert. Donc, on considère que l'objectif Charlie est pris. Donc, toute la zone est sécurisée. La zone sécurisée, ça signifie que la ville européenne, vous voyez que je suis en train de vous montrer à l'est, est séparée de la vieille ville par par le carrefour Alpha qui est tenu, et que Manica, où il y a encore des rebelles que je suis en train de vous montrer, Manica, donc le quartier indigène, est séparé de la vieille ville par le pont Bravo sur la rivière qui est tenu par Noir. Et ensuite, qu'il n'y a plus d'infiltration possible du sud vers le nord, car Charlie, qui est en bordure sud de la vieille ville, est tenu par Vert. Donc maintenant que ces 3 points essentiels sont tenus, le PC, je pense, et je pense que c'est la vérité, va s'installer vers 20h30 dans alors je vous remontre le collège Jean 23. Voilà, il va s'installer quelque part sur le toit du collège Jean 23. Avant de passer la parole à Delavergne, je vais montrer à Delavergne, je pense, alors il ne faut pas que je me foute dedans au niveau de manipulation. Voilà, donc on arrive. Donc je pense que Delavergne a installé son équipe quelque part sur ce toit-là qui est plat.
Alors, je reviens en arrière et je demande à Delaverne, qui est l'équipe France du 13e RDP, de prendre la parole. Charles Delaverne, vous êtes là? Alors, je regarde si Charles Delaverne est là. Bridge, Cadry, Chatillon, Pernet, Mathias. Alors, je ne vois plus Delaverne. Ben, j'ai plus de Delaverne. Alors, je regarde encore une fois. Je regarde encore une fois. Mathias, Victor, Chatillon. Non, j'ai plus de Delaverne. J'agrandis ma zone. Je regarde un petit peu. Non, on est 12. Delaverne a disparu. Alors, je vais regarder. Bon, Delaverne a disparu. Donc, on va continuer sans lui. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a peut-être un problème de transmission. Nous allons passer à la journée suivante. Là, on a fait la journée du vendredi. On va passer à la journée du samedi. Donc, journée du samedi, même chose, je passe tout de suite aux 50 000 pour avoir une vue d'ensemble. Voilà. Ah non, je me suis bourré. Alors, je me suis bourré de manip, autant pour moi. Voilà, samedi 20 mai. Samedi 20 mai, donc c'est le largage de la deuxième vague, donc qui est partie de Lubumbashi. Elle va atterrir sur 2 DZ. Donc, il y a la DZ habituelle sur la piste de l'Aéroclub, où c'est la section d'éclairage et de reconnaissance, la section de mortier de 81, la deuxième partie du PC, plus des officiers coopérants qui ont formé les para-zaïrois du major Maélé, qui a repris l'aéroport de Kolbezi à 5 km au sud de la ville. Et il y a 2 autres transals qui larguent sur la DZ Bravo. L'objectif avec la 4e compagnie, c'est de foncer sur le PC phase. Donc, je vais vous montrer le PC phase sur carte satellite. Voilà le PC phase sur carte satellite. Alors, je dézoome un peu. Donc, voilà, les forces aériennes zarouises se sont enfuies et leur PC a été pris par les rebelles katangais qui ont zigouillé des Européens dans toute la zone. Je profite de cette vue 3D pour vous montrer l'agrément de travailler avec des images satellites. Donc, on retrouve ici, je vous montre le PC phase. Ensuite, ici, on retrouve la voie ferrée que je vous montre avec ma flèche, avec alpha, l'objectif alpha. Ensuite, on a le pont sur l'Arroyo qui sépare, je vous montre ici, ça c'est Manica, la cité indigène. Ça, c'est la ville ancienne avec l'hôpital de Gécamine. Et ça, c'est le pont sur la petite rivière avec le lac, la mine à ciel ouvert et le carrefour Charlie. Bon, je quitte la vue satellite. Je quitte la vue satellite et je poursuis la description de ce qui se passe pour le 20 mai. Donc, la SER, la SER, la section de mortier sont arrivés au sol. La 4e compagnie est arrivée au sol. Pendant ce temps-là, le matin, les Belges sont arrivés par, comment ça s'appelle, poser l'assaut. Alors, poser l'assaut, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais grosso modo, les avions se posent et se suivent à une cadence infernale, je dirais de 5 minutes en 5 minutes, et les mecs ont 5 minutes pour débarquer, et l'avion redécolle et un autre avion qui suit derrière, donc il y a toute une noria qui se passe. Donc, les 2 bataillons de paracommando belges débarquent et vont se rendre
le premier bataillon belge va se rendre dans la vieille ville, c'est-à-dire la partie ouest de Colbésy, et le troisième bataillon dans la ville européenne. C'est un accord qui sera fait par les deux commandants de régiment, Hérulin et le colonel qui commande le bataillon belge. Voilà, donc on est un petit peu plus nombreux. Mon général Bernard, peut-être que vous avez des choses à dire concernant l'implantation de votre mortier ou de vos mortiers. Moi, j'ai marqué dans un premier temps que vous étiez installé du côté des Limus, et dans un deuxième temps, dans l'après-midi, vous allez participer à l'opération sur Métal Chabat. Si vous voulez donner votre témoignage, mon général Bernard, vous pouvez y aller. Bon, mais très volontiers. Hein. Je salue d'abord mes camarades Antoine et Bertrand. La Bergne est partie aussi, mais je le sais. La Bergne, je ne sais pas ce qui se passe. Oui, je crois qu'il est parti. J'en profite aussi pour saluer le général Bridge. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisés, hein, depuis qu'on a quitté tous les deux l'industrie. Alors, d'abord, une première chose, bon, on s'est posé nuitamment à Lubumbashi. De façon assez bizarre, on nous a demandé de nous mettre en protection de l'aérodrome, donc ce qui nous a valu une nuit glaciale dans un fossé, alors qu'on aurait pu très bien dormir dans l'aérogare. Et en fait, ça a été très compliqué pour le détachement qui s'était posé à Lubumbashi d'établir la liaison avec le régiment qui avait sauté la veille, à Kolbezi. Et je me souviens que bon, c'était le capitaine Legrand là, qui commandait le détachement, la 4 plus les deux sections d'appui. Et c'était très très long pour que les radios de la 4 arrivent à avoir un contact avec Kolbezi. Bon, à cette époque, les moyens de chiffrement étaient très rudimentaires. Hein. On avait les petites machines là, où il fallait appuyer à chaque mot là, pour décrypter. Et c'est très très tard, pratiquement 1 heure avant de décoller, qu'on a eu les ordres pour le saut. Et en fait, on est parti donc, en fin de nuit en se disant, bon, le colonel nous fait sauter pour nous faire plaisir, mais finalement, à Kolbezi, tout est réglé. Hein, puisque, en fait, on devait sauter, se mettre en position sur la zone de saut et attendre de voir comment ça allait tourner. Et en fait, un peu comme tout le temps en Afrique, quand le jour se lève, tout recommence à pétarader. Et on a sauté sur une zone de saut qui n'était pas très saine. Et en particulier, moi, j'ai eu un gros problème, c'est que le point de regroupement de ma section n'était pas praticable, hein, puisqu'il y avait des combats sur la SER qui a sauté dessus, a tout de suite été engagée là, sur le camp de gendarmerie. Donc moi, il m'a fallu un certain temps pour regrouper ma section, retrouver les mortiers, dont une partie avait été larguée dans le club hippique. J'ai eu 2 blessés graves au saut qu'il a fallu récupérer, poser dans un coin, parce que je rappelle quand même que dans cette opération, les ordres étaient de laisser les blessés là où ils tombaient, hein, donc qu'on n'avait aucun soutien santé. Par chance, j'ai atterri dans une petite clairière vers Bas-Éléphant, là où se trouvaient également mes 2 radios, et moins d'1 minute après avoir atterri, j'ai eu tout de suite à la radio Kouvout qui était en train de donner les ordres et de changer complètement la situation. Donc, une fois que la section a été regroupée, ça vous a pris à peu près 1 heure. Hein, il a fallu changer de point de regroupement, se réarticuler, récupérer nos mortiers, les gaines mortiers. J'ai un mortier qui s'est craché dans le club hippique puisque les largueurs zaïrois avaient largué en même temps les 2 gaines collectives. Donc, il y en a une, bien sûr, qui s'est crachée avec la SO sectionnée. Donc, une fois que les ordres ont pu être récupérés, la première mission qu'on m'a donnée, c'est d'aller reconnaître une gare qui se trouvait en contrebas de la zone de saut. Une demi-heure. Donc là, on ne s'est pas occupé de nos mortiers, hein, on est allé à pied, hein, comme une section d'infanterie. Et c'est à ce moment-là qu'on a récupéré tout de suite, moins d'1 heure après avoir sauté, des véhicules qui nous ont permis de nous motoriser. Donc dès que j'ai pu rendre compte que j'avais récupéré des camions, mes mortiers et pas mal de munitions, puisqu'on a sauté avec le double notation, hein, ce qui a expliqué d'ailleurs la casse au saut, parce que autant on ne s'est pas posé de questions sur les parachutes américains qui ont beaucoup défrayé la chronique après. Par contre, la plupart des pourvoyeurs, en particulier, qui sautaient avec beaucoup de munitions, n'ont pas pu larguer leur gaine, et il y en a quelques-uns qui se sont fait très mal, dont un qui s'est cassé une jambe. Hein.
tout le monde a sauté avec des obus, y compris moi, hein, j'avais un obus dans ma musette. Hein. Et donc, à partir du moment où on était motorisé, on nous a expédiés vers la deuxième compagnie pour aller commencer à desserrer Colbézy, pour aller fouiller une cité qui se trouve, je crois que c'est Mussoni, ouais, Mussoni. Mussonnoï. Mussonnoï, voilà. Mussonnoï. On devait aller avec la 2 pour récupérer tout ça. Donc, on a traversé tout Colbézy. C'est là qu'on s'est rendu compte quand même du carnage qu'il y avait eu hein, dans toute la partie résidentielle de la ville. C'est là aussi qu'on s'est rendu compte qu'on avait eu beaucoup de chance de ne pas faire le saut de nuit. Hein, quand on s'est rendu compte que c'était quand même un endroit mal pavé, hein, avec les mines qui étaient inondées, les zones industrielles. Il suffisait que des nuits, on nous largue 200 mètres trop à gauche, trop à droite, c'était la catastrophe. Hein. Et c'est en rejoignant la deuxième compagnie qu'à ce moment-là, s'est déclenché l'affaire de Metal Shabba avec la 4 et qu'on a été réexpédié avec la 2 en direction d'abord du motel Impala. D'ailleurs, sur la carte, sur la photo satellite, là, on voit un petit square juste au sud du motel Impala. Alors, je vous le montre. Voilà, allez-y, oui. Alors, je vous le montre. Non, là c'est pas tout à fait ça. Oui, le motel Impala, là. Oui. Alors, l'hôtel Impala, normalement, c'est ça. Oui. Alors, il y a un square, vous voyez, il y a un square juste en. Oui, voilà, il y a un petit square juste en dessous, là. Non. En bas à droite, là. En bas à droite. En bas à droite, voilà. Près de la poste. Voilà, ici, là, voilà. Et donc là, je me revois très bien, là. On était avec du boss Kouvout accroupi dans l'herbe près des arbres, là, et en train de recevoir les ordres pour monter Metal Shabba. Et je me souviens, ça m'a frappé, quoi. Mais qu'est-ce que ça pue ici? Et en fait, on était à 3-4 mètres d'un tas de cadavres là, qui se trouvaient sur le square. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on est remonté en direction de Metal Shabba, donc, qui était aux ordres de Kouvout, hein, dans sa 504 break. On est remonté vers Metal Shabba, la SER, la 2 et la section mortier, hein, pour se mettre en place, pour réduire la résistance là, qui avait été démasquée et fixée par la 4. Hein. Voilà. D'accord. Alors, moi, ce que je peux dire sur mon affaire de mortier, parce que ça a quand même été la principale intervention des mortiers pendant l'opération, même si on a tiré quelques jours après au profit de la 3 hein, pendant l'opération. Combien de coups en tout vous avez tiré, mon général? Ben, ce jour-là, on a tiré 52 coups. 52 coups le 20. Le 20, oui. Et puis j'en ai retiré, je crois, 46 le 23 pendant l'opération sur Louilou. En fait, moi, mon problème, parce que j'avais une carte. Je faisais partie des rares qui avaient reçu une carte. Hein. C'est la carte que vous m'avez passée, qu'on va voir d'ailleurs. Non, ce que je vais passer, c'est un plan directeur qu'on a récupéré. C'est un plan directeur, vous avez une carte, d'accord. Quand j'avais une carte qui arrivait de Paris. Hein. Je crois qu'il y en avait une par compagnie, plus la section de mortier. Et moi, en fait, il y avait une grande différence entre les cartes et la planimétrie réelle. Puisqu'en fait, on est dans une zone minière où à la fois les voies de chemin de fer, les pistes, les usines, les cités ouvrières, tout évoluait très rapidement. D'où l'intérêt après d'avoir les plans directeurs de la GKMIN qui étaient tirés, qui étaient plus à jour. Mais moi, mon premier souci, c'était de trouver une position de batterie dont je sois sûr de la position par rapport à ma carte. Donc, ce qui explique qu'on s'est placé au plus près de la… Je crois que le point de repère, c'était la route sur laquelle on était. Alors, ici, vous avez Metal Shabba, vous voyez, ce sont les espèces de galons de caporal en V. Et puis, il y a la Nationale 39, donc voilà. Je pense que vous êtes installé pas loin de la Nationale 39. On était par là, oui. Et j'avais pris comme point de repère également, il y avait une ligne à haute tension très visible, à la fois sur la carte et sur le terrain, qui m'a donné mon point de repère. D'accord. Ensuite, mon deuxième sujet, c'est que comme on ne m'a pas autorisé à envoyer, et puis je n'avais pas les moyens, puisqu'on n'avait pas assez de véhicules, je n'ai pas pu envoyer un observateur sur place. Donc, je savais que le tir serait réglé par l'adjoint de la 4. Alors, il faut savoir que les adjoints du REP, à ce moment-là, étaient au Tchad. Donc, c'était des officiers qui avaient été pris un peu au pied pour faire l'officier adjoint. Et je savais que l'adjoint de la 4, ça faisait très, très, très longtemps qu'il n'avait pas réglé de tir mortier.
si tant est qu'il en est réglé un jour. Donc, j'étais un peu inquiet sur la façon dont allait se passer le réglage. Bon, finalement, ça s'est pas trop mal passé, puisque je crois qu'au bout du deuxième ou du quatrième coup, on m'a dit que le tir était en place. Et là, j'ai fait le choix de tout tirer avec une seule pièce, en me disant, bon, la dispersion naturelle permettra de couvrir l'objectif, ce qui s'est apparemment passé, puisqu'on a tiré 36 coups là, pour préparer l'assaut de la 2. Et d'ailleurs, je crois d'ailleurs que les derniers obus sont tombés au moment où les premiers arrivaient sur l'objectif, puisque là aussi, on n'était quand même pas dans un niveau de coordination tel que l'armée de terre actuelle a atteint. D'accord. Voilà. Et donc ça s'est bien passé. Sur cette position, on a fait également un deuxième tir, mais lui, on avait pu faire un réglage préalable sur des véhicules qui ont déboulé sous le nez de la SER, un petit peu au nord-est du village de Metal Shaba, au nord-est. Alors, attendez, ne bougez pas. Je prends la carte satellite. Donc là, on retrouve, j'enlève. Donc ici, il y a Metal Shaba. Ici, là, Voilà. on voit, il y a des pistes un petit peu dans tous les Voilà, sens. je pense que c'est la piste qui suit la rivière, là. La piste qui suit la rivière. La piste de Kissengi. Bon, on m'avait demandé de faire un tir de réglage là-dessus, donc on avait réglé en 2 coups. C'est la SER qui avait réglé, qui avait observé le tir. Et puis, je crois, 1 heure après que la 2 ait donné l'assaut, il y a eu 3 véhicules qui ont déboulé là-dessus. Et là, on a fait une efficacité qui apparemment a bien marché, puisqu'en 16 coups, on a réglé leur problème aux 3 camions. Et la SER a réglé ensuite la question des gars qui étaient débarqués. On a également fait un tir dont je ne suis pas très fier finalement en tout début de l'opération, parce que par rapport à Metal Shaba, vous voyez, en dessous, là, il y a la cité Metal Shaba. Oui, voilà. La cité Metal Shaba qui est juste en dessous. Voilà. Et là, on nous a demandé de faire un tir de couverture. Donc, j'ai balancé 2 obus sur le centre du village, sans trop me demander ce qui se passerait, quoi. Mais ça a permis, je ne sais pas, on m'en a jamais reparlé, mais au moins, on n'a pas eu de problème de ce côté-là. Donc voilà, donc c'était quand même pas mal parce que, bon, en moins de 6 heures après le saut, on a quand même fait 4 tirs là, sur la position qui apparemment se sont bien passés. Et ensuite, on a passé après 48 heures sur cette position pour continuer à appuyer la 2 et la 4 pendant qu'on ratissait tout le terrain. Moi, le lendemain, j'ai eu un accrochage sur la position, puisqu'il y avait des gens qui s'exfiltraient un petit peu de partout. Donc, on a abattu un gars qui passait dans la position de batterie. Et c'est pour parler de la position Elimou, dans le collège Elimou, c'est le cantonnement qu'on nous a affecté à partir du 24. Alors, Avec toutes les opérations sur la section, voilà, oui, le collège Elimou. Ouais. Voilà, maintenant, c'est Athénée de Colvézi. Voilà, Athénée de Colvézi. Donc, c'est à partir du 24, ça a été le cantonnement de la section mortier. Et tous les jours, puisque pendant la première semaine, chaque jour, le régiment a fait une opération avec 2 compagnies. Et bien sûr, la section mortier. Et chaque jour, on partait de là pour faire les opérations qui sont appelées Capata, Bilou, ainsi de suite. Jusqu'au raid sur la ferme Guissard. Voilà. Voilà, et au bout d'une semaine, quand le gros du régiment a quitté Colvézi, c'est à ce moment-là que j'ai rejoint le motel Impala avec la 3, puisque moi, je suis resté à Colvézi jusqu'au 14 juin. D'accord. Avec la 3, puis la première compagnie. D'accord. Alors, pour préciser certaines choses, je dirais que la 4e compagnie qu'on voit ici, en bas à gauche, son commandant est elle était commandée par le capitaine Grell. Graille, ça se dit Graille. Graille, par le capitaine Graille, avec 3 sections. Donc, Grille 1, c'était le lieutenant Éric Philippona, qui en février 1982, par mauvais temps, s'est écrasé avec son Nord Atlas sur le mont Garbi à Djibouti avec 36 paras. Le Gris 2, c'est la 2e section, c'était le lieutenant Dari. En 2021, il est président du comité de la Flamme et président de la Saint-Cyrienne. Et Gris 3, c'est le sergent-chef Casse. Alors,
bon, vu à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant, je vais parler un petit peu de l'armée de l'air. Alors, l'armée de l'air, le gros problème, c'est que les pilotes, en général, c'était des colonels. Bon, les colonels, maintenant, sont trop âgés pour témoigner, donc je n'ai pas réussi à avoir des témoignages oraux comme j'ai vos témoignages. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début que j'étais très heureux de pouvoir rassembler les derniers témoins d'une opération aéroportée qui fait rêver beaucoup de jeunes officiers. Bon, je continue après ces digressions. Je précise que la compagnie, la 4e compagnie a eu un tué, c'est le 2e tué, c'est le sergent-chef Daniel. Alors, bon, j'ai localisé, grosso modo, ça s'est passé à Metak-Chabar, je ne sais pas du tout si c'est là, mais moi, depuis que j'ai pris ma retraite de l'industrie en 1998, après être passé 8 ans à Sagem à travailler dans des systèmes de navigation, avec des cartes un peu de toutes origines, j'essaye de m'intéresser à la mémoire des hommes, à la mémoire des lieux. Donc voilà, sergent-chef Daniel, je vous parlerai plus en détail de ces tués du 2e REP en fin de présentation. Alors, je reviens au... J'ai pas réussi à avoir de témoignage, simplement ce que j'ai réussi à savoir, c'est que les mirages qui sont intervenus pour aider le REP arrivaient de Kamina et qu'ils avaient été mis en place par une mission de l'armée de l'air dès 1976. Dès 1976. Alors, voilà la gueule. Alors, c'est une histoire d'aviateur. Il y a des sites un petit peu partout. Alors, il faut que vous regardiez ce truc-là. C'est assez marrant. Grosso modo, il y a des mirages qui ont été livrés à Mobutu pour une date, alors c'était entre 76 et 78, à une date qui correspondait à la fête nationale. Ils sont arrivés directement de je ne sais pas où en France à Kinshasa et ça avait été goupillé leur arrivée à Kinshasa pour que les 5 mirages, avec bien sûr aux commandes des pilotes français, puissent survoler l'avenue principale. Donc le général Mobutu était très content. Et ça l'a amené à dire que la RDC était le premier pays d'Afrique à être supersonique. Je trouve ça génial comme remarque. Je passe. Alors, nous allons passer maintenant au dimanche. Au dimanche, je continue à jongler avec mes... Alors, vous regardez un petit peu comment ça se passe. Je répète, tous ces documents sont sur mon site. Hein. Donc, vous voyez qu'en utilisant les bandes latérales ou supérieures, inférieures, on arrive à changer de carte ou à changer d'échelle. Donc là, on est toujours aux 50 000. On passe à la journée du dimanche 21 mai. Donc, le colonel Bourga va m'engueuler parce qu'il m'avait dit combien de temps j'avais dit 1 heure. Mon colonel, je suis désolé, mais on dépasse un petit peu. Hein, et je pense que c'est intéressant de vous faire parler. Donc, dimanche 21 mai, donc la coopération France-Belgique continue. Le dispositif sur Metak-Chabar reste en place, c'est-à-dire il y a 2 compagnies rouges, la rouge et la grise, qui restent en place, appuyées par la section de portier. Mon général Verdun, vous me dites si je me fous dedans. Donc, alors, c'est ça, oui, le 21, on est resté sur la position, on a ratissé. Voilà. Voilà. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu aller voir le résultat de mes tirs. Oui, peut-être que ça va aller mieux, mon général. Oh, alors, ensuite, au sud, on retrouve Colbézy. Donc, Colbézy est occupé par le 1er bataillon belge et le 3e bataillon belge. Ils continuent les évacuations. Donc, vous voyez ici des réfugiés. Ces réfugiés partent de Colbézy en direction de Kamina. Il y en aura plus de 2000. Et pendant ce temps-là, il reste sur Colbézy Noir qui garantit la sécurité du PC avec la section d'éclairage et de reconnaissance que vous voyez ici. Et ensuite, Vert qui reste sur Manica parce que Manica, c'est la cité indigène. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Il faut mieux qu'il y ait du monde. Bon, je regarde si j'ai rien oublié. C'est bon, on va pouvoir gagner du temps. Donc, je peux intervenir là. Oui. Je trouve qu'on surestime un peu le rôle des Belges. Hein. Oui. Les Belges sont arrivés en retard.
les Belges, quand ils sont rentrés dans la ville, hein, après leur posée d'assaut dont on parlait tout à l'heure, n'ont fait que tirer d'ailleurs sur la 3e compagnie, hein, des tirs fratricides, comme ça arrive bien souvent dans ces manques de coordination. Hein. Et après, la manœuvre du colonel Hérulin, c'est quand les bataillons belges sont arrivés en nombre, c'était de leur donner, laisser la place. Ils n'ont pas occupé, c'est nous qui avons occupé. Leur laisser la place sur les villes, la partie de la vieille ville, hein, et la ville européenne, de manière à pouvoir récupérer les forces du régiment et s'occuper de la périphérie de Colvézi, où il y avait encore beaucoup de choses à faire. Ça, c'était son idée de manœuvre à partir du 20 et du 21. Alors, je reprends. Donc, pour moi, le dimanche, il y a le président Mobutu qui est arrivé pour serrer la main à tout le monde et leur dire merci de ce qui avait été fait. Donc, il s'est rendu à l'hôtel Impala. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, maintenant que j'ai zoomé, où on voit l'implantation des 2 bataillons belges qui ne font que récupérer finalement des Européens, alors que la sécurité vieille ville européenne et Malika sont assurées par le 2e Reich. On va passer à la phase suivante. La phase suivante. Là, on retrouve le plan des Gécamines que m'a passé le général Bernard. On va passer aux 50 000 parce qu'on y voit un petit peu mieux. On va lire le programme. Donc, lundi 22 mai. Lundi 22 mai, qu'est-ce qui se passe? Continuation de l'éradication des rebelles. Donc, il y a une compagnie qui reste à Manica, c'est la compagnie rouge. Une compagnie qui reste à Manica. La section de mortier 81 reste à Ilimu. Donc, voilà. Non, le 22, il y a eu une opération sur la cité Capata. Attends, le 22, oui, mais le matin. Le matin, vous êtes où? Toujours sur la position de Metal Shabbat. On y est resté. Ah, vous êtes toujours sur la position, d'accord. Bon, alors il faudra que je corrige. Voilà. Donc, je note le 22. Je suis en train de regarder. Donc, le 22, SM 81 égale mortier, égale Metal Shabbat. Oui, mais là, le régiment a monté une opération sur la cité Capata. OK. Donc, alors, justement, on va aller sur Capata. Voilà. Alors, sur Capata, voilà ce qui se passe. Donc, on s'est occupé finalement de Lulu et de Metal Shabbat. Donc, je vous montre Metal Shabbat. Je vous montre, on va s'occuper de Lulu et en attendant, on passe à Capata. Donc, Capata, c'est au sud. Donc, il y a un bouclage avec une compagnie au nord, c'est la compagnie vert. Une compagnie au sud, c'est noir. Avec la compagnie, les gris, Kiratis. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Si ce n'est... On s'est déployé, nous. On s'est beaucoup battu à Capata. Hein. Vous êtes beaucoup battu à... Ah oui, oui, il y a eu des gros accrochages et qui ont engagé principalement ma section, la 3e compagnie et la SER du lieutenant Albert. Alors, mon colonel, je vois que vous rouliez dans une Mercedes bleue. Je ne sais plus si elle était bleue ou verte et dans un corbillard aussi. Voilà. Vous avez roulé dans un corbillard? Bon, ça, c'est. Oui, c'était ma section qui était dans les corbillards. C'était des vieux matériels qui avaient été section qui était dans un corbillard. Ça n'avait pas été motorisé. Ça avait été motorisé. D'accord. Bon, OK. Pas de problème. Donc, la section mortier, on était à l'est. On était juste à l'est de Capata. Alors, vous voyez, ce qui serait bien, vous tous participants, c'est que vous allez sur la page où vous avez les liens vers toutes ces planches pour pouvoir me les corriger de façon à ce que ce soit propre pour la postérité. Alors, on passe à la phase suivante. Donc, phase suivante, c'est mardi 23 mai. Mardi 23 mai, ça va être le nettoyage de l'ULU. Donc, mardi 23 mai, éradication des rebelles de l'ULU. Alors, comment ça se passe? Il y a une compagnie vert qui boucle au nord, une compagnie rouge qui boucle au sud et une compagnie noire qui ratisse avec l'appui par la section de mortier du lieutenant Bernard. Mon général, c'est correct? C'est ça, ah ouais. Bon, alors là, il y a
là, je pense que c'est une photo, en réalité, qui a dû être prise le nom de la nationale 39, je pense. Non, c'est une photo. De toute façon, quand vous voyez les gens en tenue camouflée, c'est une photo qui a été prise au bout de la première semaine. Une fois qu'on a récupéré ça, c'est une photo qui a dû être prise du côté de Mountain Impala, mais au moins une semaine plus tard. D'accord, ok. Puisqu'on était toujours en tenue vert. D'accord. Alors, c'est pas évident de trouver les photos ad hoc, mais il y en a avant, vous n'en avez pratiquement pas. Hein. Oui, c'est vachement dur de trouver les bonnes photos. Encore, on a beaucoup de chance. J'avais pratiquement toutes les photos sont des photos de la section mortier parce que j'avais un photographe qui a pris des photos pas mal. Avec vous. Commencé à photographier 3-4 jours après le début de l'opération. En général, c'était donc un gars du 2 qui était photographe pour vous. J'avais un de mes radios qui avait sauté avec son appareil photo. Voilà, bon, c'était un gars opérationnel. D'accord, compris. C'était indépendant. C'est le major de l'OB qui a été le dernier en service de. Alors, en général, c'est quand même intéressant. Si vous avez des photos ad hoc pour pouvoir remplacer ou en mettre d'autres, moi je suis preneur. De ces premiers jours, il n'y a pratiquement pas de photos. D'accord. Moi, j'ai fait ce que je pouvais avec mes faibles moyens en essayant de rassembler tout le monde. Et je peux vous dire que rassembler, il faut lever tôt. Hein. Mais finalement, oui, ça se passe bien parce qu'on est quand même à 12. C'est quand même très intéressant. Bon, voilà. Alors. Voilà, la tenue, sur les tenues. Oui. Les tenues, on était habillés tous les premiers jours avec notre treillis vert armé. Ouais. Et c'est quand le régiment a été motorisé, après le Luliu, je pense que c'était vers le 23 ou le 24, qui a reçu ces GMC qui sont arrivés de Manica, qui avaient été transportés par les Américains à partir de Solenzara, qu'on a reçu nos sacs Bravo, dans lesquels il y avait nos treillis camouflés. Voilà. Et pourquoi on a récupéré les véhicules 24. D'accord, mais 24, c'est ça. Mais au gars du rêve, pourquoi est-ce que d'emblée, vous n'aviez pas vos tenues, vous me direz, ça n'avait pas d'importance, finalement, ça vous a permis d'avoir des tenues propres, de passer du vert non, mais ça, c'est les parachutistes, ils avaient toujours 3 sacs. Un sac Alpha, Bravo, Charlie. Ah, je ne savais pas. Pour la flexibilité, ils sautaient dans la tenue avec laquelle ils partaient de leur base. D'accord. Et le but de la logistique, c'était dans les 48 heures, je pense, c'était ça à peu près tel que c'était calculé, c'est arrivé plus tard, leur envoyer leur sac Bravo dans lequel il y avait les affaires de rechange, etc. Oui. C'était toute la liste qui était faite. Et puis, il y avait en plus un 3e sac qui s'appelait le sac Charlie, dans lequel il y avait les képis, les épaulettes, les trucs, enfin. Et pour nous, le sac de couchage aussi, qu'on n'a jamais reçu. D'accord. Il faut savoir que quand on a sauté, on était plus près de la bataille d'Azincourt que de la guerre des étoiles. Hein. Bon, parce que la musette, il fallait mettre les munitions dedans. La musette, elle s'était accrochée à la barrette de poitrine. Il n'y avait pas de barrette de poitrine là, mais avec une drisse. Oui. Hein, et on a été, pour certains, obligés de retirer la nourriture même pour mettre les munitions. Parce que c'était. Voilà, mais on était rapide, puissant et manœuvrier. Si je comprends bien, vous vous êtes bien amusé, et 2, vous avez eu un sacré bol. Je crois qu'on a la chance qu'on mérite. J'en sais rien. Moi. Alors, je poursuis. On est le mardi 23. On passe au 24. Alors, si on a un peu de temps, moi oui. J'ai un souvenir qui m'a quand même marqué, même si c'est pas anecdotique quand même. Parce que bon, l'opération de Willow, il y a eu un tir. Moi, j'ai tiré au profit de la 3 au tout début. On ne sait pas trop sur quoi. Il y a pas de. C'était au nord de Willow. Et puis après, c'était pendant toute l'après-midi, c'était un grand blanc. Il ne se passait rien. D'après ce que j'ai compris, oui. Il ne se passait rien. Donc moi, j'étais arrivé mortier. Bon, voilà. Et puis, j'entends encore ça dans mes oreilles. D'un seul coup, il y a Poulet qui appelle. Soleil ici vert, j'ai 2 tués. Oui, voilà. Voilà les 2 tués. Là, au bout de, ça faisait 1h30 qu'il ne se passait rien, quoi. Oui. Là, ça s'est passé comme ça. La 3, passé au nord, le long de la voie ferrée, et a été pris dans une embuscade par 3 armes automatiques, dont une mitrailleuse. D'accord. La voie ferrée est représentée en orange, ici, vous voyez, sous la nationale 39. Voilà, etc. Et c'est la section de la première compagnie qui a débordé
Et c'est là où ils ont eu leur perte. C'était la section de Puga qui était… Moi, j'étais fixé sur la voie ferrée. J'ai des photos, je peux vous les envoyer. Hein. Elle était fixée sur la voie ferrée et c'est la première compagnie qui a ratissé. C'était une manœuvre de régiment, là, alors que tous les autres combats, c'était plutôt du niveau chef de groupe section. C'est la compagnie qui a ratissé et c'est la section de Puga qui a nettoyé cette résistance. Et c'est là où il a eu ces 2 légionnaires qui ont été tués. Et voilà. Puga a eu une chance énorme, c'est qu'il s'est fait braquer à bout portant et il a son PM, il a réagi. Bon, il a failli y passer lui aussi. Hein. Il s'est retrouvé face à face avec un ennemi. Voilà, c'est lui qui a été le plus rapide. Alors, sachez que j'ai adressé une invitation au secrétariat particulier du général Puga. Donc, j'espère que sa secrétaire a transmis. De toute façon, il pourra voir cette présentation auquel vous avez participé. Ça lui fera certainement plaisir. Alors, si vous permettez, on va continuer parce que l'heure passe. Il est 22h12. Je profite pour une précision. C'est le 23 soir que ma section a rejoint le collège Elimu. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, on passe au mercredi 24 mai. Mercredi 24 mai, pour moi, c'est le début de la fin d'opération Col d'Aisy. Donc, 24 mai au 6 juin. Alors, pour ma chrono, parce que je pense que je referai une fois cette présentation lorsqu'elle aura été mise à jour. Je note, il est 22h13 pour moi. Donc, 24 mai au 6 juin, j'ai essayé de tout résumer sur des images satellites que j'ai améliorées par d'autres images satellites. Mais ce serait trop long de rentrer dans le détail. Donc, on retrouve la vieille ville, on retrouve la cité Manica, on retrouve la ville européenne, on retrouve le quartier Forest, et ensuite, on retrouve Metal Shaba. Metal Shaba, on retrouve l'UILU avec la mort de Arte et de Clément. Vous voyez, partout, je pense à ceux qui sont tombés. Là, il y a sergent-chef Daniel. Et ensuite, on retrouve Musonoï, Kapata et Kamoto. Voilà. Donc, tout est représenté. Donc, je continue comment pour vous montrer ce qui va se passer. Donc, le mercredi 24 mai, c'est l'arrivée du convoi logistique du 2e REP, capitaine Padovani, qui est parti de Lubumbashi, donc avec ses 2 GMC, et ils ont été amenés à Lubumbashi de Calvi par aérotransport par les Américains. Le jeudi 25, c'est une 2e opération sur Kapata, qui sera suivie par une 2e opération sur l'ULU. Alors, moi, j'adore voler, comme j'ai pas pu aller à Col d'Aisy, j'ai pas pu faire de photos. Par contre, Col d'Aisy, il n'y a pas de relief parce que c'est un plateau, mais il y a des trous. Alors, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec des trous. Ça, c'est marrant. Voilà, alors les trous, ce sont les trous des mines. Alors, vous voyez, on peut passer dessus, dessous. Bon, ça, c'est fait parce que les photos satellites sont plaquées sur un modèle numérique de terrain. Donc, on arrive à restituer aussi bien les trous qui sont creusés pour les mines, que les montagnes, que tout ce que vous voulez, que les églises, les calvaires, les mosquées. Bon, là, il n'y a pas de mosquée, il n'y a pas d'église, il n'y en avait pas assez. Donc, voilà ce que j'ai pu faire. Alors, c'est amusant pour faire une présentation très rapide. Donc, on fait sélectionner une information, on peut faire une présentation à un grand chef. Donc, ici, vous avez le village de Kamoto. Alors, c'est un petit peu déformé parce que, en réalité, j'ai fait une balade virtuelle avec des photos obliques en tournant en cercle autour de la cavité sur mon écran d'ordinateur. Vous voyez, là, on voit la cité de Kapata. Là, on voit l'objectif alpha, l'objectif Bravo, l'objectif Charlie et l'objectif Yankee. Metal Shaba, et ensuite l'ULU. Bon, je pousse pas plus, c'est simplement pour me faire plaisir, vous montrer ce qu'on peut faire avec du 3D, avec des images satellites en trafiquant tout. Bon, je poursuis. Donc 25, 26, opération Kapata l'ULU. Alors 26, très important, parce que sinon, il y a le général Magnificat qui va pousser un coup de gueule. Alors là, il y a un tas de choses amusantes. Alors, il y a des problèmes de bouffe au PC. Donc, il n'y a plus de ration.
Donc, il y a des cuisses de grenouille, il y a des chevaux hippiques, il y a des pans qui vont passer. Je passe parce que je vais donner la parole, etc. Donc, j'ai représenté le pan d'eau, j'ai représenté les chevaux, j'ai représenté le colonel Hérulin, le commandant Magnificat, avec le capitaine Gossès et le capitaine Guachon. Mon général Magnificat, je vous donne la parole pour Bon, vous n'avez pas trop sommeil. Comment? Vous Allez-y. n'avez pas trop sommeil. Non, non, moi ça va très bien. Bon, je salue d'abord tous les participants, en particulier ceux que j'ai croisés ici ou là. Alors, l'action du premier climat se situe surtout avant et après. Alors, avant, je vous rappelle qu'en 77, il y a eu l'opération Verveine et un détachement du régiment a assuré le soutien logistique de l'aérotransport de 1100 Marocains à Kolwezi. Donc, ça a permis d'une part de bien connaître la ville de Kolwezi, de connaître les Marocains et de connaître le commandant Maélé. Bon, c'est important pour la suite. Bon, le premier climat, c'est surtout le groupement opérationnel, c'est-à-dire 200 hommes, 6 commandos à 20 et un détachement d'assistance. Et c'est ce détachement d'assistance qui a agi à la fois en 77 pour l'opération Verveine et en 78. Alors, il y avait en cours une opération qui s'appelle Mazurka. Bon, le groupement opérationnel dépendait du service action de la DGSE et l'opération Mazurka, c'était le soutien des guérilleros de l'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, donc qui était opposé aux communistes. Bon, Alexandre de Marange, le patron du SDEC, était foncièrement anticommuniste. Et en Angola, il y avait 45 000 Cubains, 2500 Allemands de l'Est, 2500 Coréens, 1500 Russes. Enfin, il y avait du monde communiste. Alors, on soutenait donc l'UNITA à partir d'un pays voisin. Et ce pays voisin, c'était le Zaïre. Donc, on avait du monde à Kinshasa, à Kamina, à Lubumbashi et à Kolwezi. Alors, revenons en 78, mai 78. Donc, il y a un détachement de 14 hommes du premier climat, plus des hommes des autres centres, Ajaccio et Serpa, qui ont été répartis entre les villes que je viens de citer. Kinshasa, Kamina pour la logistique, Lubumbashi pour le renseignement et Kolwezi pour l'action. Bon, Bruxelles, le Front national de libération du Congo, là, du Kabila, avait prétendu avoir emmené en otage les 6 coopérants. Donc la mission que j'avais reçue avec le détachement, c'était de récupérer, de voir où étaient passés ces 6 coopérants. Bon, à l'arrivée à Kolwezi, on bien dit qu'il y avait peu de chances de les retrouver vivants, vu l'état du motel Impala où ils étaient logés. Le plus urgent, c'était de communiquer à l'UNITA les derniers renseignements, ceux que me fournissait le capitaine Thomas, qui était l'OR du REP, hein, et puis ceux que nous possédions. Donc, on a bénéficié du super frelon, oui, de Mobutu, pour emmener du monde à Dilolo. Dilolo, c'est à la frontière de l'Angola, et prendre contact avec les Angolais, de façon à monter des embuscades sur les Katangais qui se repliaient. Je vous rappelle que les Katangais, ils ont commencé à se replier dès l'annonce de l'intervention française. Donc il ne fallait pas perdre de temps, et il y avait un rideau d'embuscade tendu entre Texera de Souza et Casamance. Voilà, ces embuscades ont fini par payer à la fin du mois de mai. Ce contact avec l'UNITA a continué après le départ du REP, de façon à soutenir ces maquis, en particulier avec une partie de l'armement récupéré par le REP, qui nous a donné des armes que nous avons choisies. On a pris des armes
qui n'étaient pas trop gourmands en munitions, des fusils Moser, il y en avait 129, et puis des mortiers. Ensuite, il a fallu que nous nous occupions de ces otages. Donc, on a essayé d'interroger des gens. Il y avait 2 prisonniers katangais faits par le REP, mais ils sont très vite partis pour Kinshasa, où ils ont été exhibés par Mobutu sur le stade, je crois. Et on a trouvé un blessé à l'hôpital de la Gécamine, qui nous a pas fourni de renseignements sur les otages, mais qui nous a bien décrit tout le trajet fait par les Katangais en 11 jours depuis leur camp de Djembe jusqu'à Kolwezi. Ça, c'est pour la petite histoire. Ensuite, on ne pouvait pas interroger la population puisqu'elle avait été rapatriée. Donc, on a interrogé que des Aïrois dont les phases, il ne fallait pas trop compter sur eux. Et la population, elle est très apte à raconter des histoires. Donc, on a passé son temps à courir ici et là, en pure perte, jusqu'à ce que la force interafricaine arrive, à partir du début juin, je crois. Donc, moi, j'étais resté avec le détachement post-curseur du capitaine Legrand, à Kolwezi. Et ensuite, on est parti à Lubumbashi, récupérer la force interafricaine, composée de Marocains, et de Sénégalais et de Togolais. On a mis le pied à l'étrier de cette force-là. Comme le président Giscard d'Estaing avait déclaré qu'il n'y avait plus un seul Français à Kolwezi, on nous a dit, vous devenez marocain, donc on s'est habillé, moi je suis devenu commandant marocain, et on a repris la route de Kolwezi avec la force interafricaine. Bon, pour la petite histoire, les Marocains considéraient, ils arrivaient tout juste de leur lutte contre le Polisario, donc pour eux, tout ce qui était Zaïrois était l'ennemi. On a beau leur expliquer que les Katangais s'étaient repliés, alors qu'on avait mis 6 heures pour venir, on a mis 3 jours, et je ne sais combien d'accidents, ils ont eu 3 tués, je crois, et une vingtaine de blessés, avec des accidents de la route à bord de Land Rover toute neuve. Bon, ensuite, c'est moins intéressant pour vous, il a fallu continuer notre œuvre avec l'UNITA, tout en essayant de redonner une vie normale à Kolwezi. Alors, contacter les forces armées aéroises, il y en avait quand même 2000 à Kolwezi, tous armés. Hein. Donc, obtenir qu'ils ne se trimballent pas dans la ville avec des armes, qu'ils ne mettent pas des barrages pour empêcher les ouvriers, parce qu'il fallait que la Gécamine reprenne son travail. Il fallait que la ville reprenne. Et donc, ça a été notre travail pendant le reste du temps, jusqu'en juillet. Pour ma part, j'y suis revenu à la fin de l'année. On a déterminé une fois pour toutes que les 6 coopérants avaient été tués et enterrés, parce que la Croix-Rouge avait enterré un peu hâtivement les Européens dès le mois de mai. Hein. Et ensuite, Giscard d'Estaing a décidé qu'on ne soutiendrait plus l'État, et donc il a fallu s'arranger pour le faire par personne interposée. Et ce sont les Chinois qui ont commencé à équiper les maquis de l'UNITA. On a assuré la logistique via Camina. Voilà la petite histoire. Quant au pilote belge, Renard, qui avait, je crois, acheminé le capitaine Chatillon à Bonport, hein, malheureusement, il a été tué en se crachant avec son avion dans le lac à côté de là. Si vous avez des questions, je peux répondre. Sinon, je cède la parole au capitaine Chatillon. Je peux dire un mot? Je peux dire un mot? Allô? Oui? Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Moi, j'entends, oui. J'entends. Oui. Bon, d'abord, je salue le général Magnificat. Hein, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisés, depuis le MAT, je crois, un truc comme ça.
Simplement pour un souvenir, alors, je ne sais plus à quel moment ça s'est passé dans la première semaine, mais on nous a fait ramasser tous les parachutes, les gaines sur la zone de saut, parce que on pensait qu'on allait ressauter à la frontière de l'Angola pour intercepter les gars qui se repliaient, quoi. Bon, il y a eu comme ça pendant 24 heures l'idée d'une deuxième OAP sur la frontière d'Angola pour les attraper avant qu'ils repassent de l'autre côté. Là. Il n'y a plus de son là. Un peu de son, oui. Ouais. Activé. Voilà, ok, vous m'entendez? Ça y est. Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Alors, mémoire des hommes, on dit que, enfin, on dit, j'ai entendu dire, quand je dis le nom d'un chien, il y a eu 5 tués, ces 5 tués du REP sont où? On m'a dit, ils sont au carré militaire. Moi, j'ai jamais mis les pieds au REP, donc je ne connaissais pas, donc j'ai cherché le carré militaire, et j'ai trouvé que le carré militaire était en bordure du fort Charlet à Calvi. Alors, même chose, j'ai fait du 3D à Calvi. Alors, c'est magnifique parce qu'à Calvi, il y a des montagnes dans tous les coins. Donc, vous voyez que ça ressort très bien. On peut vous montrer un fort. Donc, voilà le fort Charlet. Le carré militaire est installé en bordure sud-ouest d'un des fossés du fort. Donc, C'est ça. je vais vous montrer. Voilà, ouest carré militaire. Le carré militaire de Calvi se trouve en bordure du fossé sud-ouest du fort en descendant 5 marches. Vous trouverez à droite les tombes des 3 vétérans du 2e REP à Colbésy, caporal Arnold, caporal-chef Alioui, sergent-chef Daniel. Donc, je vous montre les liens. Donc, ça, j'ai mis un petit truc sur Google, carré militaire 2e REP Fort Charlet. Donc, quand vous arrivez dans le carré militaire, vous descendez. Vous avez des marches qui sont très longues, il y en a 5. On se descend vers Calvi, enfin, ça s'arrête au bout, hein, mais c'est grosso modo 5 marches. Et de part, sur les 5 marches, de part et d'autre, vous avez des groupes de 4 tombes. Et quand vous descendez tout en bas sur la 5e marche à droite, alors vous, ça vous paraît évident, mais pour moi, c'est pas du tout évident, donc je suis content de pouvoir le revoir. Vous trouvez les tombes du caporal Arnold, de Daniel et d'Aloui. Bon, et là, il y a une tombe, mais qui n'est pas d'un gars du REP. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que pour moi, il manque de tombes. Personne n'a pu me dire où elles étaient. On m'a dit on n'a pas le temps de regarder. Donc, j'ai cherché et grâce au courrier Picard, j'ai trouvé que le caporal Arté s'était engagé, c'était en réalité Jean-Marie Imbert, qui s'est engagé avec comme alias Paul Arté. Il a été réclamé par sa famille. Et Arté a été mis dans le caveau familial à Yonval. Donc j'ai l'impression qu'Abbeville, avec le débarquement et tout ce qui s'est passé pour la Deuxième Guerre mondiale, Abbeville a une cellule commission mémoire qui est très active, et c'est grâce à la commission mémoire, autant pour moi, un conseil de mémoire d'Abbeville, qui a lancé une recherche dans tous les villages alentours, et il y a le village de Yonval qui a dit, nous, on a un gars qui s'appelle Arté qui a fait Colbésy. Bon, j'essaye de faire la même chose pour le 5e qui me manque, qui est le légionnaire Clément. Alors là, j'ai trouvé une chose amusante, c'est que Jules Clément, en réalité, son vrai nom, c'est Jean César. Jean César est né le 3 juillet 1957. Il a été tué à Colbésy. Lorsqu'il s'était engagé à la Légion, il a demandé à prendre un alias. Donc, il s'est dit, je m'appelle César, prénom, je vais prendre Jules. C'est bon, ça permet de se le rappeler, et ensuite il a pris Clément. Voilà. Donc je n'ai pas encore retrouvé où est enterré le légionnaire Clément, mais je ne désespère pas de retrouver. Voilà, donc je passe. Allô? Oui. On peut essayer de vous aider. Hein. Exactement. Donc si vous avez des idées sur la question, vous me dites. Je suis preneur, il me manque un mec. Sinon, j'ai tous les autres. Voilà, et je voudrais dire aussi que dans le carré militaire, oui. Dans le carré militaire, il y a la tombe du capitaine Philippe Onard, qui était dans l'avion. Ah, je note. Parce que, alors, pour information. Qui était chef de section à Colvézy, dans la 4e compagnie. Et qui est la 2e en rentrant dans le cimetière à gauche.
Alors, attends, bouge pas. Je note, capitaine Philippona, vous dites que il est au carré militaire. Oui, il était dans l'avion oui. qui s'est écrasé Oui, d'accord. Compris. Et c'est en descendant, c'est la deuxième sur la gauche. Je crois que c'est la deuxième ou la troisième sur la gauche. Bon, alors, il n'y a pas de problème. J'ai un copain qui s'appelle Colombani qui m'a fait les photos de toutes les tombes du carré militaire. Donc, je le ferai apparaître. Oui. Bon, donc c'est quand même intéressant. Bien sûr, oui, mais ce qu'il faut, c'est un extrait d'acte de mariage original, oui. Pas original, mais venant de la mairie, de moins de 3 mois. Oui, oui. Alors, il me reste à vous parler. Oui, parce que. Oui, moins de 3 mois. Non, parce que si tu veux, l'acte de mariage, c'est là où tu marques éventuellement les un micro. Tout comme ça. Oui, il faudrait que vous coupiez le micro, le gars qui parle hein, au téléphone. Alors, c'est pas grave, je passe à l'assistance militaire technique. Je passe à l'assistance militaire technique. Il faut que je vous en parle, simplement pour les nommer. Le Souvenir français s'est intéressé à cette assistance militaire technique. Donc, j'ai retrouvé tout ce qui concerne le lieutenant Lessac, qui était spécialiste en TAC, 2 adjudants-chefs, Gomila et Van Muvel, qui étaient mécaniciens ML, 2 adjudants qui étaient Biro et Laurent, mécaniciens ML, et ensuite Césario, qui était mécanicien hélicoptère. Donc il faut aller sur le site du Souvenir français, il y a tous les détails qui sont donnés, mais manque de bol, il n'y a pas de photos. Donc il faudrait retrouver les photos, je ne désespère pas, même chose, de les trouver. Je note l'heure pour... Oui. 33, allez-y. Oui. Tu sais qu'on avait retrouvé les corps des coopérants? Non, non, on ne les a jamais retrouvés. Vous allez voir sur mon site, à la page présentation de Colbézi, il y a un truc qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans. Vous verrez, il y a tout un processus de recherche, mais on n'a rien retrouvé. Rien retrouvé. Donc, j'ai terminé. C'est important de dire hein, qu'à Colbézi, il y a eu 11 tués dans l'armée française. Hein. Oui, exactement. C'est-à-dire 5 plus 6 égale 11. C'est pour ça que je vous parle mémoire des hommes, 2e REP plus AMT. Donc, vous voyez que j'ai essayé de faire l'ensemble, de voir l'ensemble du problème ouais. Au niveau perte. Moi je n'ai pas entendu la même chose, parce qu'au 40 ans de Colbézi, il y a eu un briefing et il me semble que Couvout ou Gosres ont dit qu'on a finalement, quelques années plus tard, on avait retrouvé les corps oui. En fait, dans un fossé assez proche de l'hôtel Impala. Alors, on a retrouvé... C'est ce que j'avais en tête, Antoine. Oui. On a retrouvé... J'avais ça en tête, oui. On a retrouvé les corps, mais on n'a pas pu les identifier. Vous irez voir sur mon site, c'est le dernier paragraphe, je vous montrerai. Là, je vais vous passer la fin du film fait par le CEPAD concernant Chronique d'une prise d'otage. Ça résume bien tout ce qu'on a vu. À partir du moment où j'ai su qu'il y avait vraiment une menace très forte de violence et de mort, bien dire, hein, la décision était prise. On croit savoir d'ores et déjà qu'un millier de militaires français sont prêts à décoller de Corse à bord de 3 DC-8 de la compagnie 8DA. Si la Légion n'avait pas sauté, on ne serait pas aujourd'hui là pour en parler. Voilà, je tenais à vous montrer cette fin du film Prise d'otage parce que je pense que ça résume bien la situation. J'ai interrogé mes petits-enfants, aucun ne connaît ou n'a entendu parler de Colbézi. En achetant le Figaro d'aujourd'hui, il y a un entrefilet sur 19 mai, bataille de Colbézi, avec un extrait d'un livre écrit par VGE. Je vous laisse lire le Figaro d'aujourd'hui. Donc, il est 22h35. Je suis très triste pour le colonel Bourgain. J'ai dépassé d'1 heure la prévision au niveau temps. Ah, je m'en doutais. Je vous demande, non, mais je ne vous en veux pas du tout. J'ai essayé de tenir, mais moi, j'ai été vraiment très heureux d'entendre vos témoignages. Je pense que mes camarades de la Cameroun, c'était pareil. Je pense que vous n'avez pas de questions à poser.
Je vous souhaite une bonne soirée. Je dis vive la Saint-Michel, patron des parents, et je clôt la visioconférence en vous disant bientôt à bientôt peut-être, si vous voulez que je la recommence en ayant corrigé les faits qui ne sont pas clairs que vous m'avez indiqués. Bonsoir à tous, je termine la réunion. Allez, bonsoir à tous. Bien, bravo, bravo de Gatine, bravo, bravo. Merci Rich. Bonsoir. Allez, salut à tous. Allez, bonsoir. Bonsoir. Allez, Salut, Bourguin. merci encore. Très bien. Au revoir à tous.